Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la formation à la photographie animalière. Je vais vous présenter au cours de cette formation les astuces et les techniques nécessaires pour faire de la photographie animalière. Donc pour cela, on va commencer par vous présenter le matériel que l'on vous conseille pour faire de la photo animalière. Donc surtout savoir en fait ce qu'il va être nécessaire en termes de technique au niveau du matériel, c'est-à-dire quels réglages particuliers sont nécessaires pour faire de la photographie animalière. Après, on va avoir donc tous les réglages de l'appareil photo, c'est-à-dire qu'en fonction de l'appareil que vous allez avoir, vous aurez des réglages. Alors certains sont communs à tous les appareils, c'est ceux principalement dont on va parler, mais d'autres sont plus particuliers selon les appareils et on va aussi essayer d'en parler dans cette partie-là. Après, on vous parlera donc des principes de la photographie animalière, tous les grands principes qui font la photographie animalière et comment vous pouvez les respecter et faire en sorte de vous en servir pour faire de belles photos animalières. Et pour terminer, on parlera donc de comment s'adapter aux différentes situations, car il y a plein de situations pour de la photographie animalière, étant donné que ça va des très grands oiseaux aux tout petits oiseaux, aux mammifères, tout simplement aux poissons. Donc le but, c'est ici de vous décortiquer quelques cas différents et de vous expliquer à partir de ces cas comment est-ce qu'en fait on va faire pour s'adapter à ces différents cas. Donc pour commencer, on va vous expliquer comment choisir un appareil photo, parce que pour faire de la photographie animalière, il faut un appareil. Donc, tout d'abord, il y a quelques points très particuliers en photographie animalière lorsqu'on choisit son appareil photo, et l'un d'eux, c'est la rafale. La rafale, c'est très utile parce que c'est ce qui va permettre de faire en fait une photo où on a pile le mouvement que l'on voulait de l'animal que l'on souhaitait avoir. C'est-à-dire qu'une rafale, c'est un ensemble de photos qui sont prises très rapidement et qui sont mises en fait les unes après les autres. Donc on va pouvoir choisir quelle photo on désire sur l'ensemble de photos. Par exemple, sur 2 secondes, on va prendre 20 images. Eh bien, on va pouvoir choisir parmi ces 20 images laquelle correspond au moment qu'on voulait prendre. Par exemple, sur le plongeon d'un oiseau dans l'eau pour essayer de pêcher un poisson, on va pouvoir prendre le moment pile où l'oiseau a le poisson qui vient d'arriver dans ses pattes et où il touche l'eau. Ça, c'est possible avec la rafale. Sans rafale, c'est beaucoup trop complexe et c'est pour ça que la rafale, c'est très important. Et donc, c'est défini par son nombre d'images par seconde. Plus vous avez d'images par seconde, plus vous allez pouvoir faire de photos en fait en une seconde et donc avoir pile le moment précis que vous souhaitez. Et selon la vitesse dont va l'animal, ça va être plus ou moins important. Et après, il y a d'autres points importants, par exemple la mémoire tampon de votre appareil, c'est-à-dire que votre rafale, si elle dure qu'une seconde ou si elle dure 5 secondes, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes choses. Et c'est défini par la mémoire tampon, c'est-à-dire que si vous prenez une rafale, le plus longtemps vous pourrez en fait prendre la rafale, c'est-à-dire que vous restez appuyé sur l'appareil et il continue à faire de la rafale, il n'arrête pas de prendre des photos, et plus vous pourrez avoir en fait le moment précis que vous souhaitez, et donc avoir l'animal. Si la rafale elle dure qu'une seconde, ça risque d'être compliqué d'avoir pile le mouvement que vous voulez sur l'animal, alors que si elle dure 5 secondes, vous avez beaucoup plus de marge. Donc c'est pour ça que la mémoire tampon elle est assez importante lorsque vous vous renseignez sur quelle rafale en fait vous voulez pour votre appareil. Après également il y a le type de fichier. Certains appareils vont avoir du mal à faire une rafale en RAW, par contre en JPEG vous allez voir beaucoup plus de photos que vous allez pouvoir faire. On vous réexpliquera plus tard dans la formation ce que c'est la différence entre le RAW et le JPEG, mais l'intérêt à savoir ici, c'est que selon le type de fichier que vous voulez utiliser, la rafale ne sera pas la même, donc réfléchissez quand vous choisissez votre appareil à quel type de fichier vous voulez pour choisir votre rafale. Et un autre point très important, c'est la pré-rafale. Si votre appareil a de la pré-rafale, c'est-à-dire qu'il prend des photos avant que vous déclenchiez, et donc qu'au moment où vous déclenchez, en fait, il prend des photos qui se sont passées avant. C'est une option qui existe sur certains appareils. Vous allez avoir, par exemple, lorsque l'oiseau plonge, si je reprends mon exemple, au moment où vous déclenchez, souvent il a déjà plongé, et vous allez avoir les moments d'avant, et notamment, du coup, le moment du plongeon que vous voulez avoir. Ensuite, un autre point très important, c'est la montée en ISO, parce qu'en photo animalière, on fait beaucoup de photos au lever du soleil et au coucher du soleil. C'est assez normal, en fait, c'est lié à la vie des animaux. Les animaux qui sont sauvages vivent principalement lorsque l'homme ne les dérange pas trop, et donc au lever et au coucher du soleil. En plus, c'est là qu'on a les plus belles couleurs, donc pour nous, c'est intéressant. Par contre, l'inconvénient, c'est que forcément, il y a moins de lumière, et donc si on a moins de lumière, on a besoin d'une bonne montée en ISO. Comme je vous le disais, la photo au lever et au coucher du soleil. Et donc, si on parle de montée en ISO, plus l'appareil monte en ISO,
plus il va pouvoir faire des photos de bonne qualité lorsque vous avez le manque de lumière lié au lever et au coucher du soleil. Donc, essayez de vous renseigner sur combien d'ISO votre appareil peut supporter, et plus cette valeur sera grande, et plus ce sera intéressant pour de la photo animalière. Après, un point important, c'est les hybrides ou les réflexes. Il faut savoir ça aussi parce que selon ce que vous prenez, c'est différent. Un hybride, l'avantage, c'est qu'en vidéo, vous pouvez utiliser le viseur. Donc si vous faites de la photo et de la vidéo animalière, vous allez pouvoir faire en fait votre cadrage, notamment avec les longues focales. Lorsque vous faites de l'animalier et que vous filmez avec des longues focales, pour suivre l'animal, c'est quasiment impossible avec un écran, alors qu'avec un viseur, vous allez pouvoir le faire. Et en fait, c'est pareil qu'en photo, on ne suit jamais un animal à l'écran, on le suit toujours au viseur quand on est à la longue focale. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'en vidéo, avec un réflexe, c'est pas possible, vu que le viseur disparaît. Avec un hybride, c'est possible. Donc privilégiez un hybride si vous voulez faire de la photo animalière, enfin de la vidéo animalière. Également, quelque chose d'important, c'est l'exposition que l'on peut voir dans le viseur avec un hybride. C'est-à-dire que si votre photo est surexposée, sous-exposée, qu'elle est trop lumineuse ou pas assez lumineuse, vous le voyez dans le viseur d'un hybride, vous ne le voyez pas sur un réflexe. Et en photo animalière, où il faut changer ses réglages très vite parce que l'animal bouge beaucoup, c'est très important de pouvoir corriger très rapidement son exposition. Et ça, du coup, l'hybride, c'est un avantage à ce niveau-là. Également, le poids et l'encombrement. Un hybride est en général plus léger et prend moins de place qu'un réflexe. Et donc, quand on porte un téléobjectif à un 600 mm avec un boîtier, on est content si on gagne ne serait-ce qu'un seul kilo. Et on a aussi une stabilisation du capteur que l'on va généralement trouver sur les hybrides actuels, qu'on ne trouvera pas sur tous les réflexes actuels. C'est même assez rare de le trouver sur les réflexes. Donc c'est l'intérêt en fait de l'hybride aussi, c'est de pouvoir avoir plus de stabilisation. Et donc si vous faites des photos à main levée, pouvoir les faire sans être trop limité par le flou de bouger, uniquement par le flou de mouvement de l'animal. Par contre, un inconvénient, c'est aussi que l'on va avoir une difficulté à avoir un appareil tout-terrain. Certains hybrides sont très bien, ils peuvent résister à toutes les situations. Ce n'est pas le cas de tous. Les réflexes, en général, si on prend des réflexes plus entrée de gamme, vont mieux résister que les hybrides. Et ça, c'est un des intérêts du réflexe actuel. Mais de toute façon, si vous voulez choisir, on vous invite à nous contacter tout simplement. Et on pourra mieux vous indiquer sur quel choix faire parce que c'est vraiment important. Et choisir son appareil, là, on vous donne les points clés pour la photo animalière. Ça vous permet de dégrossir un peu le terrain, mais si vous voulez avoir des conseils sur un appareil particulier, contactez-nous et on vous aidera à ce niveau-là. Et un point également de l'hybride, c'est qu'on a du déclenchement silencieux. On en reparlera plus tard, c'est un point qui peut être intéressant. Après, il y a aussi la taille du capteur. C'est-à-dire qu'en photo animalière, on a plusieurs points qui sont liés à la taille du capteur. Déjà, la luminosité. Plus le capteur est grand, plus on va avoir de luminosité. Donc, notamment au lever et au coucher du soleil dont on parlait, ce sera plus intéressant d'avoir un grand capteur. Après, on a aussi plus de flou d'arrière-plan avec un grand capteur. Alors, en photo animalière, en téléobjectif, comme on est sur des très longues focales, on n'a pas forcément besoin d'une très grande taille de capteur parce que dans tous les cas, on peut facilement créer du flou d'arrière-plan. Mais quand même, on peut en avoir encore plus avec un plus grand capteur. Selon les choix de chacun, en fait, ça peut être utile ou non. Par contre, un des inconvénients du grand capteur, c'est évidemment le crop factor pour un animalier. C'est-à-dire qu'un animalier, en fait, on va toujours avoir besoin de plus de zoom, on va toujours vouloir aller le plus loin possible. Et l'intérêt d'un facteur de grossissement, donc d'un crop factor, c'est que plus le capteur est petit, plus il va zoomer dans l'image, plus vous allez avoir en fait une plus petite partie de l'image, et donc plus vous allez pouvoir multiplier vos focales. C'est-à-dire qu'un 600 mm sur un capteur APS-C, eh bien ça devient un 900 mm. Donc, plus le capteur est petit, plus on aura une grande longueur focale. Et on peut avoir comme ça sur un capteur micro 4 tiers qui est 2 fois plus petit que le capteur plein format, qui est le capteur standard, le plein format, on va avoir un 600 mm qui devient un 1200 mm. Et ça peut être très intéressant en animalier pour simplement pouvoir prendre par exemple un 200 de 8 et avoir un 400 de 8 qui permet de faire de l'animalier avec seulement un objectif 200 mm qui est beaucoup plus léger qu'un 400 mm. Et aussi l'ergonomie, faites attention, pensez à prendre en main votre boîtier et justement, comme on vous disait, contactez-nous, essayez de tout simplement pouvoir prendre en main le boîtier si vous le pouvez. C'est toujours mieux parce que ça va vous permettre de savoir s'il convient en fait un peu à vos besoins.
sachant que ça peut être un boîtier similaire qui a en fait, la même construction. Mais c'est bien d'avoir un peu pris en main un boîtier pour savoir s'il nous convient ou pas. Par exemple, si vous testez un hybride et un réflexe, un Alpha 7 et un 1DX, ça ne sera pas du tout pareil en prise en main, et il y en aura sans doute un que vous préférerez à l'autre, et ça c'est intéressant à tester pour le savoir. Ensuite, pour choisir ses objectifs, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important, ce qu'il faut savoir, c'est déjà la longueur focale dont je vous parlais. Plus la longueur focale est grande, plus on va loin. Ça, c'est un point très important. Après, c'est l'ouverture. Plus l'ouverture est grande, plus on a de lumière et de flou d'arrière-plan. Donc c'est assez intéressant d'avoir une grande ouverture, ça laisse plus de possibilités créatives et aussi de photos en basse lumière. Et après, il y a aussi la stabilisation de l'objectif. Un objectif qui est stabilisé, les photos à main levée seront plus stables. C'est comme pour le boîtier. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir un objectif qui soit stable, parce que ça permet tout simplement de faire des photos à main levée sans trop se poser de questions. Et sur des longues focales, c'est assez important. Et après, il y a la rapidité de la mise au point. Vous prenez en photo des animaux. Les animaux, eux, vont très vite. Ils courent, ils nagent, ça dépend, mais voilà, ils vont aller très très vite. Et donc, pour pouvoir prendre en photo un animal qui va très très vite, le seul moyen de pouvoir le suivre rapidement, c'est d'avoir une mise au point automatique qui est très performante. Donc ça, c'est important sur le choix de l'objectif. Et c'est aussi en partie lié au choix du boîtier. Donc voilà, c'est un choix à faire avec boîtier plus objectif. Et après, il y a le piqué. En fait, le piqué, c'est la netteté. Plus un objectif est piqué, et donc plus il aura de netteté, donc plus la photo, on pourra zoomer dedans, recadrer en fait au montage, enfin en post-traitement, et pas recadrer sur le moment. Et ça, c'est très important parce que en fait, en photo animalière, très souvent, on ne peut pas faire le cadrage parfait sur le moment parce que c'est trop rapide ou alors qu'il faut pouvoir suivre l'animal et autres. Donc pour ça, en fait, on prend un objectif très piqué, on a un boîtier qui a un bon nombre de pixels et on recadre ensuite en post-traitement. Et après, il y a le poids, l'encombrement. Ça, c'est comme pour un boîtier, en fait, plus l'objectif sera léger et plus ce sera intéressant pour nous parce qu'on pourra facilement, en fait, tout simplement porter, notamment longtemps, parce qu'en animalier, on va parfois tenir pendant des heures un boîtier et un objectif. Ça va être vraiment lourd. Donc, si on a un boîtier et un objectif où l'ensemble fait 4 kg, ou alors si l'ensemble fait 2 kg, la différence quand on fait des heures de photos, ou alors même qu'on fait une randonnée pour aller voir par exemple des chamois et qu'on passe la journée avec le matériel dans le dos, on sent la différence. Après, il y a les supports. En fait, dans les différents supports qui vont être intéressants en photographie animalière, tout d'abord, il y a le trépied. L'intérêt du trépied, c'est d'être extrêmement stable. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas très flexible. Donc, un trépied en affût, c'est super intéressant, on vous le conseille vraiment. Ça va vous permettre de faire des photos où vous pouvez vraiment contrôler votre cadrage, être très stable et du coup pouvoir avoir des réglages qui sont vraiment optimum, où en fait on va avoir une qualité d'image avec une très faible montée en ISO et vraiment de très belles photos. Par contre, voilà, on ne vous le conseille pas si vous faites de l'approche parce que ça va plus vous gêner qu'autre chose. Après, il y a le monopode. L'intérêt là, c'est qu'on peut plus facilement se déplacer, c'est plus flexible. Donc, c'est un peu plus intéressant en approche. En affût, ça peut être intéressant aussi, c'est un bon compromis par rapport au trépied. Par contre, encore une fois, ça diminue quand même un peu la facilité. Donc en approche, si ça ne vous dérange pas de supporter votre appareil, notamment par exemple, moi actuellement, je travaille avec un G9 et un 200-8, le tout est assez léger au final, et ben, ça ne me dérange pas de le porter à la main et de ne pas avoir de monopode, j'ai plus de facilité pour faire mon cadrage. Après, évidemment, si je travaillais avec un 600 mm f4 pour plein format, avec un boîtier, je sais pas, un 1DX Mark III, je ne le ferais pas à main levée. Ça, c'est clair. Et l'autre intérêt, c'est la tête pendulaire. Donc, c'est un autre support qui va se rajouter sur le trépied et qui va permettre en fait de garder la stabilité du trépied, mais avoir une flexibilité de mouvement en fait, où la tête va permettre de se déplacer l'objectif et de le faire pivoter très rapidement, de lui faire faire des rotations dans tous les sens, ce qui est très pratique parce que vous avez la stabilité du trépied, mais vous pouvez vous déplacer facilement sur tous les axes. Et si vous prenez un trépied, on vous conseille vraiment de prendre une tête pendulaire avec et pas juste un trépied, parce que le trépied c'est beaucoup plus gênant que la tête pendulaire pour la stabilisation. Par contre là, la tête pendulaire c'est le mieux en photo animalière. Si vous faites de l'affût, vous aurez plus de possibilités en flexibilité et stabilité. Après, un autre intérêt, c'est le camouflage. Le camouflage,
Ce que ça va vous permettre, c'est tout simplement de ne pas être repéré. Donc c'est un matériel indispensable pour des photographes animaliers. Il en existe différents types. Tout d'abord, il y a la Ghillie dont on va vous passer une vidéo tout de suite qui vous présente justement ce que c'est de manière plus parlante que si je vous la décrivais. Donc vous voyez ça tout de suite. Une des solutions principales, c'est donc la Ghillie. C'est la tenue que vous voyez ici. C'est une tenue intégrale de camouflage 3D. Elle a donc un ensemble de petits poils qui font que l'on se mélange beaucoup mieux dans la forêt. Le dessous est donc une tenue de camouflage classique, comme on peut voir notamment à l'armée. Et les poils permettent, lorsque l'on fait attention à notre position, de perdre la forme humanoïde et d'avoir un ensemble un peu difforme, qui permet donc de mieux se cacher des animaux. Car ils reconnaissent moins notre forme et il est donc plus difficile pour eux de nous trouver, d'autant qu'on se camoufle beaucoup mieux dans la nature. Je vais donc me reculer un petit peu pour vous donner un exemple. Voilà, je suis ici, vous me voyez quand je fais du mouvement, je suppose, mais si je me cachais et que j'essayais donc de me recroqueviller pour être moins visible, je serais très rapidement moins discernable. Évidemment, là, je suis plutôt facile à voir dans le plan, d'autant que vous me cherchez normalement. Donc voilà pour la Ghillie. Par contre, un des inconvénients de la Ghillie, c'est qu'elle est très chaude parce que ça recouvre complètement notre corps. Donc en plein été, c'est assez dérangeant parce qu'on crève de chaud dessous. Par contre, l'intérêt, c'est que c'est léger, ça pèse à peine 1 kg si vous prenez des bonnes Ghillie. Donc vous ne sentez pas du tout son poids. C'est juste que ça encombre un petit peu, forcément, ça c'est normal. Et c'est très chaud. Après, une autre tenue, ça va être une tenue un peu plus classique où vous avez un motif de camouflage, mais où vous n'avez pas de relief. Donc on voit un peu plus la forme de l'humain, mais si vous êtes bien couché au sol ou si vous êtes dans un endroit un peu particulier, ça peut permettre de quand même se camoufler, de ne pas être gêné par les poils de la Ghillie ou par la chaleur que ça peut engendrer. Par contre, ça camoufle un peu moins, c'est un compromis. Ça dépend de ce que vous préférez faire, mais ça peut être intéressant ou non selon ce que vous aimez. Et après, il y a donc le camouflage de matériel photo, c'est-à-dire que votre appareil et votre boîtier, il faut aussi le camoufler. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez pouvoir en fait mettre un camouflage adapté à l'objectif et à l'appareil, c'est-à-dire qu'il se colle pile aux dimensions dessus. Ou alors vous allez avoir une autre solution, c'est de prendre une housse qui recouvre le tout. Ça cache du coup la forme de l'objectif et de l'appareil, donc ça c'est assez intéressant parce que ça fait une forme un peu unie, on n'a qu'une seule forme, ça représente un peu rien. Et ça c'est toujours mieux pour ne pas être repéré. Par contre, l'inconvénient de ce type de solution, c'est que forcément, vous avez moins accès à vos réglages de l'objectif et autres parce qu'ils sont assez cachés sous votre housse. Et puis après, vous avez la housse uniquement autour du boîtier qui, elle, a pour but de camoufler le son. Ça va camoufler complètement le son. L'intérêt aussi de toutes ces housses, c'est que ça protège de la pluie généralement, mais ça va camoufler le son, et notamment quand vous avez un réflexe qui fait du bruit avec le déclenchement du miroir et ça fait beaucoup de bruit, ça va permettre d'éviter que ce bruit soit trop fort et que l'animal ne l'entende pas. Et ça, c'est important de ne pas entendre le son. On vous expliquera dans les principes de la photographie animalière un peu plus tard pourquoi, mais vraiment le son, faut essayer de l'éviter et c'est l'intérêt de mettre une housse sur son boîtier. Et puis après, il y a la tente d'affût. Là, c'est quand vous voulez rester longtemps sur un endroit, vous montez une tente complètement, qui se monte assez rapidement, et vous restez dedans. Alors, il faut un endroit qui corresponde en fait au motif de la tente. Vous pouvez rajouter des choses dessus, par exemple des petites fleurs ou de la paille ou autre, selon l'endroit où vous êtes, qui va permettre de bien fondre la tente dans l'environnement. Ça vous permet aussi de vous asseoir. Donc ça, c'est non négligeable. Quand on reste 3 heures quelque part, c'est mieux d'être assis plutôt qu'allongé sur le ventre où on se fait mal au cou. Là, je vous parle d'expérience. Mais l'inconvénient par contre de la tente d'affût, c'est que ça prend du temps à monter, donc il faut être là bien avant l'animal pour ne pas le déranger. Et puis aussi, l'autre inconvénient, c'est que ça prend de la place, donc faut être dans un endroit où on peut la mettre facilement. Et après, il y a le filet de camouflage, ça c'est ce qui va notamment pouvoir se rajouter sur une tente d'affût pour en fait casser les formes et être moins reconnaissable. Et ça va vous permettre en fait, à travers le filet, de glisser votre objectif. Et après, donc, les accessoires qu'il existe, tout d'abord, il y a la carte SD, XQD, Compact Flash, c'est toutes les cartes de stockage. Ce qui est important à regarder, c'est la capacité de stockage. Plus la capacité est grande et plus vous allez avoir en fait de photos que vous allez pouvoir prendre. Et le débit, plus le débit est rapide, plus les photos s'enregistreront rapidement sur votre carte, et donc plus vous pourrez repartir à faire de la rafale. Et la batterie supplémentaire, si votre appareil a une batterie qui ne tient pas forcément trop longtemps, n'hésitez pas justement à acheter une seconde batterie pour pouvoir continuer à faire de la photo lorsque vous n'avez plus de jus dans la première batterie.
En ce qui concerne les réglages du boîtier, maintenant on passe sur la deuxième partie qui va être très importante à comprendre pour faire de la photographie. On parlera vraiment animalier plus tard, là on va parler de photographie liée à l'animalier. Tout d'abord, il y a l'obturateur. Plus l'obturateur est lent, en fait, c'est le temps de pause, c'est-à-dire le temps où on laisse l'image exposée. Plus on le met sur un réglage lent, c'est-à-dire sur un 1,5 par exemple, c'est très très lent, par rapport à 1 sur 500, qui est beaucoup plus court. On va avoir donc une demi-seconde qui est très très lente, on va avoir du flou de mouvement. L'intérêt, en fait, c'est de toujours monter l'obturateur en photographie animalière, parce que vous êtes sur des longues focales, si vous travaillez à main levée, vous allez avoir du flou de bouger. Si jamais vous êtes sur trépied, que vous êtes parfaitement stable, même avec une longue focale, ce qui est quasiment impossible, mais imaginons que ça existe, eh bien dans ce cas-là, vous allez quand même avoir l'animal qui bouge, il bouge un minimum, donc on va monter la vitesse d'obturation, et l'intérêt de monter la vitesse d'obturation, c'est de figer le mouvement et que l'animal soit complètement net. Donc ça, c'est très important, l'obturateur, il faut le monter un maximum. Après, il y a aussi le diaphragme. Le diaphragme, donc voilà, en fait, plus le chiffre est petit, plus le diaphragme est ouvert. Donc le diaphragme, on parle aussi d'ouverture. Et en fait, le but, ça va être de choisir son flou d'arrière-plan. L'intérêt donc du diaphragme, c'est-à-dire que si vous vous mettez à f22, tout sera net. Par contre, si vous vous mettez à f1.4, là, le fond sera flou et la personne sera nette. Enfin, l'animal en l'occurrence. Par contre, la particularité, c'est qu'évidemment, ça va dépendre de votre situation par rapport à où vous vous situez. Mais, point très important, le diaphragme, c'est ce qui va déterminer le flou d'arrière-plan. Plus le chiffre est grand, moins vous avez de flou d'arrière-plan. Plus le chiffre est petit, plus vous avez de flou d'arrière-plan. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et après, le troisième réglage, c'est les ISO, parce que ces trois réglages-là déterminent la lumière. Plus le diaphragme est ouvert, plus vous avez de lumière. Plus la vitesse d'obturation est lente, plus vous avez de lumière. Et donc les ISO, plus vous avez des ISO qui sont élevés, plus vous montez par exemple à 6400 ISO, plus vous allez avoir de lumière. Par contre, l'inconvénient des ISO, c'est que vous perdez en qualité. Donc c'est très intéressant parce que vous pouvez monter en qualité sans pour autant changer des réglages comme la vitesse ou l'ouverture, donc des réglages plus créatifs. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous montez trop sur votre boîtier, vous perdez trop en qualité. Donc on vous invite à tester avec votre boîtier ce qui vous convient, jusqu'à quel niveau vous voulez bien monter sans que la qualité vous dérange trop, la perte de qualité vous dérange trop, et vous vous mettez comme limite de ne pas dépasser par exemple 6400 ISO sur votre boîtier. Et comme ça, vous avez un bon repère. Et après, il y a la balance des blancs. On vous invite à la mettre en automatique sur votre boîtier parce que vous n'aurez pas le temps de la régler sur le moment. L'intérêt de la balance des blancs, c'est qu'elle va en fait déterminer sur le blanc de votre image quelle teinte il a. C'est-à-dire qu'un blanc, il n'est jamais parfaitement... il n'a jamais juste du blanc. C'est-à-dire que le soleil, par exemple, il a une teinte beaucoup plus bleutée que les lumières incandescentes qu'on va avoir à l'intérieur, les anciennes ampoules. Et donc, la particularité, c'est qu'il va falloir que le blanc il soit blanc. On ne veut pas que notre blanc il soit bleu ou que notre blanc il soit jaune. Et donc, pour ça, on va mettre la balance des blancs en automatique. Et si vous voulez créer une ambiance, vous pourrez changer un petit peu la balance des blancs, la rendre un peu plus jaune ou un peu plus bleue pour donner une ambiance un peu plus fin de soirée, coucher de soleil, ou alors un peu plus nuit, un peu plus bleutée. Ça, c'est l'intérêt un peu plus créatif, mais de base, laissez-la en automatique, vous n'aurez pas le temps de la régler. Et ensuite, dans les autres réglages, il y a le type de fichier. Si vous choisissez du RAW ou du JPEG, en fait, le JPEG, l'intérêt, c'est que vous allez avoir une qualité qui est utilisable directement. C'est-à-dire que c'est un fichier que vous pouvez diffuser sur Instagram, sur Facebook ou dans un livre photo ou peu importe, vous pouvez l'utiliser tel quel. Le fichier RAW, c'est le fichier brut, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de possibilités en retouche. Vous allez pouvoir gérer mieux les hautes lumières, les basses lumières, etc. Par contre, l'inconvénient du fichier RAW, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel. Vous ne pouvez pas poster une photo RAW sur Instagram, vous ne pouvez pas la mettre dans un livre et l'imprimer. Vous êtes obligé de la retoucher et ensuite d'en créer un fichier JPEG dans votre logiciel de retouche. Donc, un point important, c'est de choisir votre type de fichier. Est-ce que vous voulez retoucher vos photos pour les améliorer et dans ce cas-là, vous utilisez du RAW ou est-ce que vous voulez les utiliser directement et dans ce cas-là, utiliser du JPEG, c'est plus intéressant. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez vraiment. Ça, je ne peux pas vous dire, mais généralement, si vous voulez faire de la retouche, je vous conseille le RAW et ça vous permettra de facilement changer votre balance des blancs avec des réglages en fait chiffrés que vous n'aurez pas si vous êtes en JPEG. Notamment, ça a d'autres avantages aussi.
Ensuite, le déclenchement silencieux. On vous en parlait, les hybrides ont un déclenchement silencieux. Certains réflexes l'ont, mais en fait, il n'est pas réellement silencieux. Il diminue un peu le bruit, mais ce n'est pas du vrai silence. Alors que les hybrides, on déclenche, on n'entend rien. Et cet intérêt, c'est que justement, on vous disait, faut pas faire de bruit en animalier. Eh bien, si jamais vous êtes sur un animal qui peut entendre le moindre bruit, vous vous mettez en déclenchement silencieux. Comme ça, vous ne faites pas de bruit. Et en fait, vous prenez vos photos sans aucun son. Ensuite, au niveau des réglages de l'objectif, un premier point important, c'est la mise au point. Sur votre objectif, vous allez avoir donc plusieurs possibilités de mise au point. Premièrement, vous allez avoir donc la mise au point automatique continue, c'est-à-dire qu'elle va, lorsque vous faites votre mise au point, que vous faites des photos, elle va s'adapter à vos besoins. C'est-à-dire que si vous faites votre photo, que vous relâchez, que vous voulez en reprendre une, elle va refaire la mise au point, il va toujours refaire la mise au point en continu, jamais arrêter de faire la mise au point. Donc en animalier, c'est ce qu'on vous conseille parce que vous suivez un animal, il faut toujours que la mise au point s'adapte au déplacement de l'animal. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille vraiment. L'automatique ponctuelle, on va passer très vite du coup parce que en fait, c'est pas du tout adapté à l'animalier, mais c'est une possibilité. Souvent, ça s'écrit AFS ou AF avec d'autres noms, mais AFC, c'est toujours automatique continue, c'est ce qu'on vous conseille. Et donc le ponctuel, en fait, ça fait la mise au point juste avant que vous déclenchiez. C'est très intéressant pour du portrait, mais en fait, ça ne va pas refaire la mise au point si vous faites une rafale. Ça reste sur votre photo et vous pouvez continuer votre rafale, la mise au point ne change pas. Donc ça, c'est très dérangeant en fait si vous faites de la photo animalière, parce que si l'animal il bouge entre-temps, il sera flou, et c'est pas du tout ce qu'on veut, donc c'est pour ça qu'on se met en mise au point automatique continue. Après, on peut se mettre en mise au point manuelle. L'intérêt de la mise au point manuelle, c'est que si votre justement mise au point automatique, ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à faire la mise au point parce que c'est trop sombre ou autre, en manuel, vous pouvez la faire vous-même. Par contre, ça prend un peu plus de temps de faire sa mise au point. On est plus lent que le boîtier et c'est normal. Du coup, quand on fait sa mise au point manuelle, il faut bien penser que l'animal ne va pas partir tout de suite parce que sinon on n'arrivera pas à faire la mise au point, ça sera trop tard. Mais dans certaines situations, c'est obligatoire, donc il faut le savoir. La mise au point manuelle, en fait, c'est une petite bague qu'on bouge. Et après, donc, il y a le focus picking. Si vous faites votre mise au point en manuel, ça va mettre des petits points de couleur autour des sujets qui sont nets et ça va vous permettre d'être sûr que votre mise au point elle est bien faite. C'est-à-dire que si vous voyez des petits points de couleur, par exemple si vous l'avez mis en rouge, si tout autour de ma tête il y a des petits points de couleur rouge, je sais que je suis net, donc je peux faire ma photo, il n'y a pas de problème. Et le tactile, on vous le déconseille en animalier parce qu'il faut regarder sur le boîtier directement sur l'écran et pas dans le viseur. Mais si jamais vous le souhaitez, vous pouvez faire la mise au point directement sur l'écran avec le doigt, mais en animalier, vous perdez du temps en faisant une mise au point tactile. Et après, il y a la course de mise au point. Sur votre objectif, vous pouvez lui dire s'il peut faire sa mise au point partout ou uniquement sur les sujets assez loin, de 10 mètres jusqu'à l'infini, ou alors les sujets courts, donc de 10 mètres à 2,8 mètres par exemple. L'intérêt, c'est que si vous savez que vous allez prendre des sujets qui sont loin, l'objectif va faire sa mise au point sur un endroit plus restreint. Donc en fait, il va aller plus vite à faire sa mise au point parce qu'il cherchera à moins d'endroits. Et ça, c'est très intéressant de choisir ça. Parce que si vous ne le savez pas, vous mettez sur tout. Mais si vous savez précisément où se situe votre animal, vous allez mettre votre mise au point, par exemple, de 10 mètres à l'infini. Votre animal qui soit 50 ou à 60 mètres, l'appareil il s'adaptera. Mais s'il est plus proche de 10 mètres, il ne pourra pas faire la mise au point de 10 mètres de vous. Mais par contre, s'il se retrouve bien entre 10 mètres et l'infini, il ira plus vite que si vous ne lui aviez pas précisé qu'il sera entre 10 mètres et l'infini à faire sa mise au point. Et après, un autre point important, c'est la stabilisation sur l'objectif. Donc il y a la stabilisation 2 axes, c'est la stabilisation classique des objectifs. Sur certains, on peut verrouiller un des 2 axes. En fait, ça va servir à faire des filets. C'est un effet particulier à la photographie animalière, ou enfin à la photographie en général d'ailleurs, qui va, en fait, on va suivre le sujet, donc le sujet sera net, et par contre le fond du coup va bouger parce qu'on suit le sujet et le sujet bouge. Par exemple, un oiseau en vol, on va le suivre, et donc l'oiseau sera net, par contre le fond sera flou, parce que le fond, lui, aura bougé sur notre photo, donc on met un temps de pause lent, c'est un peu particulier. Pour ça, par contre, il faut avoir qu'un seul des 2 axes qui est stabilisé. En fait, il faut avoir la hauteur, mais pas l'axe horizontal, parce que si on stabilise l'axe horizontal, notre mouvement il est bloqué par la stabilisation de l'objectif. Et donc ça, c'est assez intéressant d'avoir cette possibilité pour faire du filet.
mais l'inconvénient, encore une fois, c'est que c'est un aspect créatif, donc on rate beaucoup de photos pour en avoir quelques-unes de réussies, et surtout, par exemple, sur beaucoup d'animaux, ils vont bouger les pattes, ils vont bouger les ailes et autres, et dans ce cas-là, les pattes et les ailes seront floues, et il n'y aura que la tête de l'animal qui sera nette. Donc dans certains cas, c'est intéressant, pas dans tous, c'est vraiment un aspect plus artistique, mais il faut savoir que ce point-là existe sur l'objectif. Et après, on peut complètement désactiver la stabilisation, mais ça, en photo animalière, on ne vous le conseille pas parce que du coup, vous êtes moins stable, donc vos photos risquent d'avoir plus de flou plus rapidement. Donc on vous conseille de rester soit en 2 axes, soit en 1 axe si vous avez vraiment envie de faire un mouvement horizontal et du coup qu'il ne soit pas bloqué par la stabilisation. Sachant que si c'est juste faire une photo en suivant l'animal, vous mettez sur stabilisation 2 axes si c'est pour figer le mouvement. C'est vraiment si vous voulez créer un long mouvement, un long temps de pause, un effet de filet, que vous mettez un axe. Et après, il y a donc les modes de prise de vue, c'est-à-dire que là, on vous a expliqué les différents réglages, l'obturateur, l'ouverture, les ISO, etc. Mais pour faire ces réglages, eh bien, il faut choisir de les régler, et on a plusieurs possibilités pour les régler. La première, c'est l'automatique. Il n'y a aucun réglage possible. L'automatique, c'est le mode automatique de votre appareil photo. Il fait tout seul. Il décide tout seul. Donc l'inconvénient principal, c'est que si l'animal bouge rapidement et que l'appareil ne le sait pas, l'animal sera flou. L'automatique en animalier, c'est pas du tout adapté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Après, il y a le mode programme. Le mode programme, on peut régler les ISO, c'est-à-dire que donc, les ISO dont on vous avait parlé, on peut dire à quel ISO on veut régler en fait pour faire la photo, ou on peut les laisser en automatique si on veut. Généralement, les ISO, je vous conseille de les laisser en automatique, lui mettre juste une limite à ne pas dépasser, mais ça, après, c'est votre choix, vous avez le droit de les régler ou non. Généralement, je vous conseille de les mettre en automatique, ça sera plus facile, et éventuellement de les mettre en manuel si vous voyez que l'exposition ne correspond pas du tout. Après, il y a la possibilité de régler la mise au point. En automatique, ce n'est pas le cas. En manuel, enfin en mode programme, vous allez pouvoir choisir si votre mise au point, vous voulez qu'elle soit justement, qu'elle s'adapte à quel endroit de votre image. C'est-à-dire si vous voulez faire la mise au point sur le centre, ou alors si vous voulez faire la mise au point sur ma tête, en automatique, vous ne pouvez pas faire ce choix, c'est l'appareil qui le fait pour vous. En mode programme, vous pouvez choisir la zone de mise au point. Après, il y a le mode priorité ouverture. Ça, c'est l'un des 2 modes semi-automatiques. L'intérêt de la priorité ouverture, c'est qu'on peut toujours régler les ISO comme en programme, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. On peut toujours régler la mise au point comme en mode programme. Par contre, on est obligé de régler l'ouverture. C'est-à-dire que l'ouverture, c'est nous qui la réglons, et si on ne la règle pas, en fait, elle est déjà réglée de base, et l'appareil ne peut rien faire. Ce n'est pas l'appareil qui décide, c'est nous qui choisissons quelle ouverture on choisit. Ouverture dont on vous avait parlé précédemment, si jamais quelque chose ne vous revient pas, revenez en arrière. Mais voilà, on peut régler l'ouverture, et c'est très important, vous êtes en fait obligé de régler l'ouverture en mode priorité ouverture, et ça va vous permettre de choisir votre flou d'arrière-plan et donc la luminosité que vous gagnez avec l'ouverture. Par contre, vous ne pouvez pas régler la vitesse. Le mode priorité vitesse, c'est l'inverse. Vous pouvez régler les ISO, vous pouvez régler la mise au point, ça ne change pas. Par contre, vous êtes obligé de régler le temps de pause, donc la vitesse d'obturation, et vous ne pouvez pas régler l'ouverture. Donc là, vous choisissez tout simplement à quelle vitesse vous voulez prendre la photo pour figer le mouvement. Par contre, vous ne pouvez pas à ce moment-là faire l'ouverture, c'est-à-dire régler l'ouverture. Vous avez juste la vitesse et les ISO. Et donc, il y a le mode manuel. L'intérêt du mode manuel, c'est que vous pouvez régler les ISO. Sur certains boîtiers, vous êtes même obligé. Ça va dépendre des boîtiers. Sur certains boîtiers, en mode manuel, vous devez régler les ISO, vous n'avez pas le choix. Généralement, sur la plupart des boîtiers, vous pouvez les régler, vous n'êtes pas obligé. Et c'est pratique parce que ça vous permet de faire votre réglage. Donc, tout simplement, vous êtes obligé de régler, vous avez la possibilité de régler la mise au point, mais vous êtes obligé de régler le temps de pause et l'ouverture dont on vous parlait précédemment. Donc, cette obligation vous permet, d'un point de vue créatif, de choisir de figer le mouvement ou non, et de choisir la quantité de flou d'arrière-plan que vous voulez. Et après, vous pouvez laisser la mise au point s'adapter avec les ISO en automatique. Et si jamais vous le souhaitez, vous pouvez les mettre en manuel. Et sur certains boîtiers, vous êtes obligé carrément de les mettre en manuel, et là, c'est plus dérangeant.
Donc maintenant, on va pouvoir passer à une partie un peu plus animalier et un peu moins photographique. On va vraiment parler en fait du respect des animaux, de tous les principes de la photographie animalière, et donc plus d'un côté animalier là et moins d'un côté photographique, même si les deux sont toujours liés. Tout d'abord, au niveau du fonctionnement, donc du respect des animaux, il y a la discrétion. C'est indispensable, vous devez être discret. On photographie en photographie animalière des animaux sauvages. Ça veut dire donc qu'en fait, on n'est pas censé être là de base. On n'est pas là, on les prend en photo, c'est très bien, mais ces animaux, ils vivent leur vie. Ils sont libres, l'homme n'est pas là de base pour eux, et donc il faut qu'on reste pas là. Il faut leur laisser vivre leur vie, parce que si on les dérange, ils peuvent changer leurs habitudes, ils peuvent en fait changer leur manière de vivre, et dans ce cas-là, ils peuvent aussi arrêter de vivre parfois, et c'est triste parce que trop dérangés, ils peuvent finir par en fait, complètement changer leur manière de vivre. Par exemple, si on prend le renard, actuellement c'est un animal qui devient nocturne, c'est-à-dire qu'il commence à vivre la nuit, alors qu'avant il vivait le jour. Et ça c'est parce que l'homme l'a tellement traqué, l'a tellement cherché, que du coup le renard maintenant ne vit plus que la nuit. Donc pour prendre en photo un renard, c'est soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, de manière générale. Donc c'est pour ça qu'on demande d'être discret, parce que sinon vous allez changer en fait le fonctionnement des espèces. Et du coup, pour être discret, on ne fait pas de bruit. Ça évidemment c'est important, pas faire de bruit, que ce soit avec l'appareil quand on déclenche, mais aussi quand on se déplace, quand on est avec d'autres, on ne parle pas entre nous, ou alors très discrètement de loin parce qu'on le peut, mais voilà, on essaye de faire aucun bruit autant que possible. Aucun mouvement, parce que certains animaux voient très facilement les mouvements. Par exemple, si on prend une chouette qui cherche des petits animaux, des petits mulots et autres, elle voit tous les petits mouvements, même de très loin. Donc si vous faites des petits mouvements sur votre appareil, que vous cherchez et autres avec votre boîtier, que vous faites des mouvements de doigts qui sont un peu visibles, eh bien comme la chouette a une vision qui s'adapte beaucoup au mouvement, elle risque de le voir, de s'étonner, de chercher et autres, et donc vous allez être démasqué et vous serez plus discret. Donc on évite. Et le camouflage, évidemment, camouflez-vous, ça c'est un des points les plus importants pour être discret. Si vous êtes camouflé, vous serez beaucoup plus discret, mais ça c'est assez logique. Et d'autres points importants, déjà, c'est de partir, parce que ça peut arriver qu'on l'on soit repéré, c'est-à-dire que l'on fait nos photos et puis tout d'un coup l'animal se rend compte qu'on est là. Ça peut arriver même aux photographes qui font le plus attention possible. Et à ce moment-là, à part dans certaines situations, il vaut mieux partir. Partir doucement, hein, pas partir en courant, mais partir doucement pour éviter que l'animal en fait, prenne peur ou autre. C'est-à-dire que si l'animal se rend compte que vous êtes là et qu'il part pas tout de suite, qu'il prend encore un peu de temps, qu'il vit, vous partez doucement. Doucement parce que si vous partez très vite, vous risquez de lui faire peur et ça risque d'être encore pire. Mais si vous partez doucement, il va comprendre que vous partez. Il va du coup pouvoir rester à refaire sa vie à peu près tranquillement. Vous ne l'aurez pas dérangé. Alors vous aurez peut-être raté des photos, mais vous aurez respecté les principes de la photographie animalière, ce qui est plus important. Et également, vous aurez en fait tout simplement aidé, on va dire, cet animal à vivre une vie normale, sachant qu'encore une fois, ne partez pas brusquement, sinon vous allez lui faire encore plus peur. Et après, il y a donc éviter les odeurs fortes, c'est-à-dire que si vous faites en fait de la photo animalière avec un énorme parfum, un parfum qui sent très fort, ou même un parfum qui sent pas très fort, mais que vous en mettez un petit peu beaucoup, ou même tout simplement que vous en mettez, plus vous en mettez, plus c'est problématique, mais en fait le parfum, c'est une odeur pas naturelle. C'est une odeur qui plaît aux hommes, qui a été créée pour les hommes, mais c'est pas une odeur naturelle, c'est pas une odeur que l'on a nous naturellement, notre odeur d'humain, elle nous plaît pas à nous, mais elle est naturelle. Et donc elle se sent beaucoup moins pour les animaux sauvages, et elle les dérange aussi beaucoup moins. Donc si vous partez en affût, essayez d'éviter de mettre du parfum. On devrait même en soi éviter de passer du savon qui sent trop fort. Il vaut mieux, si vous partez en affût 2 jours, éviter le parfum, éviter tout ça, et en fait juste votre odeur naturelle sera moins forte pour les animaux qu'une odeur artificielle. Donc on évite toutes ces odeurs fortes artificielles et on reste sur des odeurs plus naturelles. Évidemment, faut quand même se laver un minimum, mais on prend des savons qui sentent moins. Hop. Et puis priorité au bien-être, c'est ce que je vous disais, il vaut mieux partir ou il vaut mieux ne pas déranger l'animal, même si on sait que notre photo ne nous plaira pas.
Ça nous permettra de faire, certes on aura une photo un peu moins belle, mais par contre l'intérêt c'est que cette photo un peu moins belle, elle aura quand même respecté l'animal, et l'animal il vivra sa vie tranquillement. Et ça c'est vraiment un point important en photographie animalière, on privilégie toujours le bien-être de l'animal à la belle photo. Après, il y a tout ce qui est la patience. Évidemment, on ne va pas vous mentir, si vous voulez être photographe animalier, il va vous falloir de la patience. Et si vous n'en avez pas, va falloir vous exercer, ça, il n'y a pas le choix. L'affût, c'est long. L'affût, c'est très long. Et il y a d'autres points très longs. Déjà, l'apprentissage de la vie des animaux. C'est-à-dire que quand vous faites de la photographie animalière, l'animal, il vit sa vie. L'animal, il fait son fonctionnement normal. Et donc si vous voulez plus facilement pouvoir le retrouver, en fait, savoir où est-ce qu'il vit, parce que vous ne le savez pas forcément, si vous voulez savoir où vit un animal particulier, eh bien il va falloir apprendre ses modes de vie, comment il fonctionne, et en sachant comment fonctionne l'animal, vous allez savoir en fait comment le retrouver. C'est-à-dire que si vous savez certains points particuliers de la vie d'un animal, vous savez comment du coup retrouver cet animal, parce que vous savez, je vais prendre un exemple concret, vous savez qu'un renard vit dans des terriers, vous trouvez des terriers, vous savez que c'est des terriers de renards parce que vous avez appris à différencier les terriers, et bien dans ce cas-là, vous pourrez attendre, alors je vous le déconseille, mais vous pourrez attendre devant le terrier et prendre des photos. Je vous le déconseille formellement, c'est ce qui est le plus dur. Si vous faites de la photo devant le terrier, il faut être le plus discret possible. C'est l'endroit le plus craintif. C'est-à-dire que si l'animal il prend peur au terrier, il abandonne son terrier et une mère peut abandonner ses enfants. Enfin voilà, évitez vraiment ça. Évitez de faire des photographies au terrier. Ou alors c'est que vous êtes sûr et certain que vous ne dérangerez pas. Mais si jamais c'était un exemple, si jamais vous vouliez savoir, le renard, par exemple, eh bien, en trouvant son terrier, vous pouvez le trouver. Par contre, si vous ne savez pas que le renard vit dans un terrier et que vous ne savez pas différencier les types de terriers, vous ne saurez pas que si vous attendez là, vous verrez des renards. Donc ça, c'est pour ça que c'est important d'apprendre la vie des animaux. Mais encore une fois, faites attention, la photographie au terrier, évitez au maximum. Vaut mieux justement se mettre autour parce que vous savez qu'ils habitent pas loin et rester très très discret en affût. Après, au niveau du repérage, important, le bruit et le mouvement, n'hésitez pas à en faire. C'est l'une des seules fois où je vais vous le dire. En fait, quand vous faites du repérage, vous allez essayer justement de trouver des traces d'animaux. Là, on parle de repérage indirect, c'est-à-dire de ne pas voir les animaux, mais de simplement apprendre qu'ils sont là par différents moyens dont on va vous parler. Mais pour pas être vu à ce moment-là, enfin pour que l'animal ne prenne pas peur et que vous tombiez pas par surprise parce que vous ne savez pas où il est, n'hésitez pas à faire un peu de bruit, à craquer les branches, à faire du mouvement ou même à un petit peu parler. Ça va vous permettre justement que l'animal sache où vous vous déplacez, que lui se déplace dans un autre sens et que justement il n'y ait pas de problème qu'il ne tombe pas sur vous. Et s'il ne tombe pas sur vous, vous ne le dérangerez pas et vous pourrez en fait savoir grâce aux différents indices où est-ce qu'il vit et revenir plus tard discrètement et tomber sur lui sans qu'il sache que vous êtes là et faire vos photos au mieux. Après, généralement d'ailleurs, on ne prend pas d'appareil en repérage, comme ça on n'a pas de tentation d'essayer de voir des animaux. Ensuite, il y a le piège photo. Là, c'est un repérage plus direct. Vous laissez un piège photo quelque part dans la forêt, vous attendez quelques semaines et puis vous revenez et vous regardez, est-ce qu'il y a des animaux qui sont passés devant, est-ce qu'ils y reviennent régulièrement, à quelle heure, et ça vous permet un peu de savoir ce qui vit autour de vous et de pouvoir aller prendre des photos au bon moment des animaux. L'inconvénient du piège photo, c'est qu'il peut se faire voler. Donc si vous prenez un piège photo et qu'il se fait voler, quand le piège vaut assez cher, ça peut être embêtant. N'hésitez pas notamment à mettre une petite carte dans votre piège photo, votre petite carte avec écrit que vous êtes photographe animalier, pour que si un garde-chasse ou autre cherche, ils comprennent pourquoi le piège photo est là. Mais voilà, dans l'idée, le piège photo c'est une très bonne solution, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des humains autour et qui peuvent le voler ou autre, et surtout que les animaux, il faut que le piège photo soit discret pour pas qu'il les dérange. Et puis après, là, il faut y aller en pleine journée si vous voulez faire du repérage indirect, parce que là, vous verrez mieux tous les indices, et notamment dans les indices qui existent, il y en a beaucoup. Il y a les empreintes de pas qui peuvent être laissées, les coulées, c'est-à-dire un passage que fait l'animal, par exemple si vous êtes dans une forêt avec beaucoup de feuilles,
il va déplacer les feuilles autour de lui. Donc un sanglier, par exemple, qui se dépasserait, va faire ce qu'on appelle une coulée, un déplacement tout autour de lui. Et donc là, ça permet de voir que l'animal est passé. Les laissés, c'est-à-dire les crottes que laissent les animaux. Les grattis, c'est tous les frottements que peuvent faire les animaux pour aller chercher dans le sol, notamment leur nourriture. Il va y avoir les bruits. Si vous entendez au loin des oiseaux ou même des chevreuils ou autres, vous allez pouvoir, au bruit à peu près localiser où ils sont et après aller chercher. Vous allez avoir les fruits, notamment si vous allez, alors les fruits, les pommes de pin, etc. Si vous regardez quand ils sont mangés, selon la manière dont c'est mangé, ça peut vous indiquer quel animal l'a mangé. Et déjà, si c'est mangé ou si c'est pas mangé, ça peut vous indiquer s'il y a une présence ou pas. Après, à déterminer si c'est un animal ou si c'est un homme, et si c'est un animal, quel type d'animal. Parce qu'une pomme de pin, c'est un animal qui le mange, mais il y a différents animaux qui peuvent le manger. Et ils ont différentes manières de le faire. À l'inverse, une pomme, un humain peut le manger, et d'autres animaux aussi. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et après, donc, il y a tout ce qui va être terrier, selon les terriers, voilà, mais encore une fois, le terrier, c'est un bon indice, mais faites attention si vous faites de la photographie, surtout pas trop déranger. Et puis après, tout ce qui est poils et plumes qui peuvent être laissés, forcément, si vous voyez des plumes d'animaux, alors une ou deux, ça peut être juste que c'est tombé en vol. Si vous en voyez assez régulièrement d'un animal, ça peut être une bonne indication sur il habite pas loin et essayez de chercher un nid ou quelque chose du genre. Hop. Et puis après, donc il y a l'affût. L'affût, ça demande beaucoup de patience, parce que le repérage, c'est long déjà pour trouver des animaux, surtout quand autour de nous, il n'y en a pas beaucoup. Mais si c'est de l'affût, alors là, ça va être encore plus long, parce qu'il faut, vous pouvez revenir 5 jours et que l'animal ne soit pas là. Dans tous les cas, le plus important, quand vous faites de l'affût, c'est de vous armer de patience et d'attendre, attendre, et voir si l'animal arrive. Et en plus, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas trop vous dire que vous allez écouter de la musique, parce que si vous écoutez de la musique, l'animal, il risque d'entendre, enfin, vous n'entendrez pas l'animal arriver, et vous ne pouvez pas lire, par exemple, parce que dans ce cas-là, vous ne verrez pas l'animal. Enfin, vous pouvez, évidemment, hein, toutes ces choses-là, vous pouvez, mais à minima, pour essayer de toujours rester un peu aux aguets. Après, un autre point important, c'est que les animaux, ils sont sauvages. Ça, c'est un point important de la photographie animalière, c'est que du coup, pas de captivité. Ou alors, s'il y a de la captivité, on le précise. C'est-à-dire que si vous prenez vos photos dans un parc animalier ou dans un zoo, précisez-le, pour 2 raisons. La première, c'est qu'un animal qui est pris en zoo, c'est déjà plus facile à prendre en photo normalement, c'est plus un moyen de s'exercer si jamais vous voulez le faire, mais surtout, certains photographes animaliers sont complètement contre, d'autres sont d'accord avec, ça dépend vraiment de chacun a son point de vue, mais si vous voulez avoir une certaine crédibilité et qu'on ne vous reproche pas vos photos, il y a le dérangement, il ne faut pas créer de dérangement, mais l'autre point très important, c'est justement de préciser quand l'animal est pris en captivité, parce que ce n'est pas la même photo. Vous ne faites pas la même photo, même si ça peut être la même espèce, que l'animal il a la même tête, que vous êtes dans un endroit qui fait le même rendu de photo. Si l'animal a été pris en captivité ou il a été pris dans la nature, il n'y a pas eu les mêmes manières de prendre la photo, et du coup il faut le préciser, parce que certains photographes, si jamais ils découvrent que vous avez pris en parc animalier et que vous ne l'avez pas précisé, ils pourront complètement vous détruire votre carrière. On va dire, si vous voulez faire carrière et si vous voulez juste avoir la paix, ça peut être des personnes qui reviennent régulièrement vous poser des problèmes. Et puis, de manière générale, les personnes qui achètent vos photos, ils aiment savoir si l'animal il est vraiment sauvage ou pas, parce que ce qu'ils affichent, ils aiment savoir ce que c'est. Donc voilà, c'est important, ça c'est un point que je voulais insister pour pas que vous ayez de problème et que lorsque vous fassiez des photos animalières, vous soyez, enfin tout le monde soit conscient, si c'est précisé, c'est en captivité, si c'est pas précisé, c'est pas en captivité. Après, pas d'animaux apprivoisés par l'homme aussi. Si jamais, encore une fois, les zoos ou autres, c'est précisé, mais par exemple, si vous prenez un chien-loup, qui est une espèce qui existe, si vous prenez un chien-loup qui a été apprivoisé par l'homme ou un chien-loup en liberté, c'est pas pareil. Donc si c'est votre animal de compagnie ou si c'est un animal qui vit dans la nature, l'animal qui vit dans la nature, ce sera de la photographie animalière au terme dont on l'entend. Un animal qui est votre chien de compagnie,
ça sera une photo d'animaux de compagnie, mais ça sera pas la photographie animalière comme on l'entend. C'est-à-dire qu'il faudra le préciser, que c'est votre animal de compagnie et que vous avez voulu le prendre en photo parce que vous l'aimez bien, mais ça ne peut pas être une photo animalière de la même manière qu'un animal complètement sauvage. Et ça revient à la question du parc animalier, il faut le préciser, c'est tout. Vous avez évidemment le droit de faire des photos de vos animaux domestiques, heureusement. Et pas de nourrissage, c'est-à-dire que si vous faites des photos d'animaux, si vous prenez en photo je vais prendre encore mon exemple du renard, si vous prenez un renard en photo, ne mettez pas des pommes pour le faire venir vers vous et le prendre en photo grâce à du nourrissage, parce que l'animal il est sauvage, il ne faut pas qu'il s'adapte à la vie humaine autour de lui, et il vaut mieux qu'il reste sauvage pour les animaux sauvages que vous prenez. Et donc pour ça, il ne faut pas le nourrir notamment, même si ça peut permettre de faire des plus belles photos. C'est encore une fois la question du respect animal. On évite de nourrir. Les oiseaux en hiver, c'est un peu particulier, c'est toujours une question qui revient. Là, je vous laisserai vous documenter et vous faire votre propre avis, parce que c'est un peu complexe comme sujet. Et moi, je n'ai pas forcément les connaissances, on va dire, scientifiques pour répondre à ce sujet. Mais en tout cas, sur les animaux complètement sauvages, en dehors des petits passereaux en hiver, évitez le nourrissage de manière générale. Et les petits passereaux, renseignez-vous si jamais vous voulez le faire. Pour vous faire votre avis tout simplement, hein. Peut-être que vous ne voudrez pas, peut-être que vous voudrez, ça dépend de chacun. Et après, sensibilisation au monde animal, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites de la photographie animalière, vous allez vous-même vous sensibiliser au monde animal, vous allez le voir, parce que vous allez aimer en fait, si vous aimez faire ça, à force de voir les animaux, vous allez vous y adapter, vous allez aimer faire ce type de photos, et donc vous allez vouloir le transmettre votre passion assez naturellement, montrer vos photos, et en montrant vos photos, vous sensibilisez d'autres au monde animal qui existe. Donc déjà, vous allez découvrir de nouvelles espèces, parce que si vous prenez en photo des espèces que vous ne connaissiez pas, vous allez pouvoir les découvrir, et puis après vous renseigner si vous le souhaitez dessus, pour savoir quelle espèce c'est, comment elle fonctionne, sa vie, et pouvoir faire des photos plus précises en les connaissant bien. Après, il y a aussi évidemment tout ce qui est la transmission d'un savoir. Du coup, vous gagnez du savoir, vous gagnez de nouvelles connaissances sur une espèce. Même quand vous n'en gagnez pas, en prenant vos photos, vous transmettez une vie animale, une fonction, une manière de vivre des animaux et un instant de vie en fait, un instant de vie sauvage. Et donc cet instant de vie, vous allez le transmettre par l'image. Et du coup, vous transmettez cette particularité, vous partagez votre vision du monde sauvage. Et de cette manière-là, vous allez sensibiliser consciemment ou inconsciemment les gens au monde animal. Et il y a toute la transmission donc, de cette vision du monde animal, comme je vous disais, selon la manière dont vous prenez la photo, selon ce que vous souhaitez montrer dans vos photos. Soit vous ferez vraiment une photographie engagée politiquement, soit vous ferez une photo juste d'animaux qui sont très jolis, mais sans aucun engagement. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Et ça dépend aussi des textes que vous accompagnez. Si vous faites un livre sur la photographie animalière et que dedans vous parlez des animaux, vous expliquez leur manière de vivre, ça sera différent d'autres possibilités. En fait, vous allez vraiment pouvoir transmettre ce que vous pensez par la photo et aussi par tout ce que vous allez entourer autour, ce que vous allez pouvoir dire si vous faites des expositions, lorsque vous parlez de vos photos, les textes que vous allez pouvoir mettre si vous faites des livres ou si vous publiez sur Instagram ou sur Facebook, la petite description que vous allez pouvoir mettre, tout ça, ça va servir à transmettre en fait votre vision du monde animal, votre vision de la photographie animalière et du monde sauvage. Et ça, c'est quelque chose d'assez beau, je trouve, personnellement. Et on va passer du coup sur la quatrième partie, c'est-à-dire parler de points un peu particuliers de certains types d'animaux, comment s'adapter en fait à différentes possibilités en photographie animalière. Et notamment, donc, le premier point, ça va être les passereaux. Les passereaux, donc, c'est ces petits oiseaux, ces tout petits oiseaux. Alors, il y en a beaucoup, les passereaux, c'est un terme générique pour un ensemble d'espèces qui existent. Et dedans, on va retrouver les mésanges, les moineaux, les hirondelles, en fait, beaucoup d'animaux. Et c'est tous ces petits oiseaux qu'on retrouve généralement. Donc, l'un des points particuliers aux passereaux, c'est qu'il faut être assez proche. C'est-à-dire que c'est des oiseaux qui sont tout petits,
Donc on ne peut pas avoir la même distance avec un moineau et avec un loup. Un loup, on sera forcément assez loin, de toute façon c'est un gros animal, donc en le prenant en photo, il prendra beaucoup de place sur l'image. Pour faire le même cadrage avec un moineau, on sera obligé d'être beaucoup plus proche. Donc ça, c'est un point important. Les passereaux, on est obligé, pour pouvoir faire des photos où on voit bien l'animal, d'être assez proche de lui. Donc forcément, ça inclut de bien savoir se camoufler, bien savoir... si vous voulez vraiment prendre des passereaux qui n'ont pas l'habitude de l'homme, ça va vous demander de savoir bien faire pour bien respecter les points de la photographie animalière et ainsi ne pas les déranger. Après, un autre point important, c'est tout ce qui va être l'affût. Pensez bien, si vous voulez cette proximité, en faisant un affût notamment dans une tente et en mettant un petit bac d'eau ou alors en mettant une branche ou quelque chose où l'animal a envie de venir, vous allez vous allez attendre longtemps, mais si le passereau se pose à quelques mètres de vous sans savoir que vous êtes sous la tente, vous allez pouvoir faire de très très belles photos et avec une grande proximité sans déranger l'animal. Donc c'est pour ça qu'on parlait que l'affût est assez intéressant pour les passereaux. Après, il y a aussi un point important, c'est que ça fait partie des meilleurs animaux à photographier pour s'entraîner. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas aller en zoo ou en parc animalier pour des raisons qui vous concernent, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, avec ces petits animaux-là, comme c'est des animaux qui, de manière générale, vivent proches de l'homme, les moineaux et autres vivent autour de l'homme dans la ville, ça peut arriver, ou même dans la nature, il y a des hommes qui passent autour, eh bien, ils seront beaucoup plus adaptés, ils auront beaucoup plus l'habitude de l'homme, et même s'ils ne vont pas forcément venir très proches, ils auront un peu moins peur que des animaux comme le lynx ou comme le loup, qui sont toujours loin de l'homme et qui en ont très très peur. Et donc c'est plus facile de prendre en photo des passereaux que des loups ou des lynx, parce que c'est plus facile aussi à trouver. Et après, c'est des oiseaux très rapides, donc pour pouvoir figer le mouvement, il faut mettre une vitesse d'obturation qui soit très élevée, dont on vous parlait. Pour un passereau, je vous conseille d'être au minimum à 1 millième de seconde, s'il bouge. S'il bouge, évidemment, d'être au minimum à 1 millième de seconde, et d'avoir une grande rafale. Plus votre rafale sera grande, plus vous aurez de chances de figer le bon mouvement d'aile que vous voulez de ces petits oiseaux. Et ça, c'est assez important sur les passereaux. C'est de bien se rappeler qu'ils sont petits et qu'ils vont vite. Et à partir de là, vous adaptez vos réglages et votre manière de prendre la photo. Donc c'est un cas particulier qui permet de bien comprendre en fait comment s'adapter aux besoins particuliers. Et dans les exemples, par exemple, on va prendre maintenant des photos que j'ai prises de différents animaux, et là de passereaux pour vous expliquer justement en pratique. Ici, c'était une photo un peu particulière que j'ai voulu mettre en premier, parce que c'était sur un instant très rapide. J'avais pas du tout prévu que ce moineau domestique se poserait à côté de moi. C'était aux États-Unis, j'étais en train de faire des photos d'un héron. Et ce moineau se pose à 3 mètres de moi, la preuve que ces petits oiseaux-là n'ont pas du tout peur. Et donc j'ai rapidement, mais sans faire de mouvement brusque, déplacé mon appareil, pris une dizaine de photos en rafale, ça a dû durer 1 seconde, et le moineau est parti. Parce que c'est des oiseaux qui bougent beaucoup. Et donc, en fait, j'ai eu cette photo parce que mes réglages étaient presque déjà prêts, j'ai juste eu 2-3 trucs à changer rapidement. J'ai eu une très grande proximité parce qu'il était vraiment à quelques mètres de moi. Et j'ai pu du coup faire vraiment un portrait de l'animal, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'animal posé et qui pose presque pour la photo. Alors là, on est sur une proximité quasi extrême, c'est le plus dur à avoir ce type de photo, mais ça a été possible uniquement parce que l'animal s'est posé à côté de moi. De manière générale, c'est plus compliqué et c'est pas forcément indispensable d'avoir une aussi grande proximité. Mais là, pour ce portrait, c'est ce que j'aimais bien dans cette photo-là. Après, un autre exemple, ça va être cette photo de rouge-gorge que j'ai pris là dans la nature, proche de chez moi. L'intérêt, en fait, c'est que ce petit rouge-gorge s'est posé sur un arbre et moi, en fait, j'attendais. J'étais dans la nature, j'étais dans un endroit où je savais qu'il y avait beaucoup d'oiseaux, je les entendais, il y avait beaucoup de petits passereaux. Et c'était le printemps, il faisait beau, j'avais ma journée. J'ai attendu avec mon appareil, entouré d'arbres. Et lorsque je voyais un petit oiseau qui venait, justement, je le prenais en photo. Et c'est typiquement le style de photo que vous pouvez faire pour vous exercer
en prenant du plaisir et sans trop chercher longtemps les oiseaux. Et là par contre évidemment il faut que l'oiseau soit assez proche. Là par contre j'étais sur un équivalent de 900 mm parce que voilà, mon but c'était pas de chercher à faire un type de photo particulier, c'était juste d'attendre, de profiter de la journée, du beau soleil et de la nature. Et j'ai eu la chance que ce passereau passe pas loin, ce petit rouge-gorge, et j'ai déclenché au bon moment. Après évidemment il y a donc ici un travail du flou d'arrière-plan. Avec une grande ouverture pour que les petites fleurs, enfin les petites feuilles qui se trouvent devant le rouge-gorge soient floues, créent un petit effet de bokeh joli, mais ne dérangent pas l'œil. J'ai bien dégagé l'oiseau en général et ça vient juste cacher le bas qui n'est pas trop nécessaire. Après, là, un autre exemple de proximité qu'on peut créer là en affût avec une branche, eh ben, c'est cette petite mésange charbonnière. L'intérêt de cette photo, c'est de vous montrer vraiment ce qu'on peut faire en affût. C'est-à-dire que là, j'étais en affût, j'étais posé, il y avait la branche pas très loin. J'ai déclenché au moment où la mésange s'est posée. J'ai cette pose un peu intéressante où la mésange tourne la tête. On peut avoir d'autres poses, mais là, par rapport au cadrage que je voulais, ça permet de libérer l'espace devant sa tête. Et ça permet justement d'avoir une photo où c'est de l'affût. Je le cache pas du tout. C'est une mésange qui est sauvage, mais on le sait que c'est de l'affût. De manière générale, c'est assez facile à savoir. Et l'intérêt, c'est de vraiment pouvoir bien voir l'animal. En gros plan, on est encore une fois sur du plutôt portrait, mais c'est un style que j'affectionne particulièrement, ce portrait de très grande proximité, qui n'est pas une obligation, mais c'est un exemple de ce que vous pouvez faire en affût, en prenant le temps de vous poser et d'avoir l'animal avec du coup un flou derrière, ou non si vous préférez avoir un style particulier. Mais là, l'intérêt, c'est que j'avais un flou jaune-orangé derrière qui permettait de faire un peu mieux ressortir l'animal. Et après, pour vous montrer un plan plutôt en mouvement, justement parce que les passereaux, je vous disais que c'est très rapide, cette photo, elle a été prise à 1/2 millième de seconde en été. Donc j'avais la lumière pour me le permettre, mais par contre voilà, j'étais sur une vitesse d'obturation très très rapide, comme je vous l'avais dit, parce que là il y a toutes les gouttelettes qui volent qui sont nettes, donc pour qu'elles soient nettes, il faut aller très très vite. Et encore, on voit que j'aurais pu augmenter, hein. Il y a quelques endroits, si on zoome vraiment dans la photo, où on voit qu'il y a un peu de flou, mais l'intérêt c'est d'avoir figé, en fait on a encore le petit rondeau où l'hirondelle a tapé, l'hirondelle qui est levée avec ses ailes et toutes les gouttes d'eau autour qu'elle a propagées. L'inconvénient, là, si j'avais eu la pré-rafale, j'aurais pu, dont je vous parlais précédemment, avoir le moment où l'hirondelle tape dans l'eau, que j'aurais aussi aimé avoir, j'aurais aimé avoir les deux photos, mais je ne l'ai pas parce que j'ai pas la pré-rafale, donc j'ai vu le moment où elle tapait dans l'eau, parce que je l'attendais évidemment, mais j'ai pas eu ce moment-là, j'ai eu juste après, parce que j'ai déclenché juste après, et j'ai eu cette photo que j'aime quand même beaucoup. Et un autre exemple qu'on pourrait avoir en affût, là c'était juste une photo alors un peu particulière. C'était un soir où j'allais prendre des rapaces et encore une fois ce passereau s'est posé pas loin, donc je l'ai pris en photo. Là c'est un Serincini. L'intérêt c'est d'avoir cet animal qui se détache du fond vraiment complètement, avoir un fond qui rappelle les couleurs de l'animal mais qui en même temps a des couleurs un peu différentes pour quand même contraster un minimum. Et qui a des couleurs un peu plus douces. L'oiseau est plus coloré que le fond, donc il ressort mieux. Et c'est assez joli à voir, on va dire, ça ressort mieux l'animal, et on voit bien l'oiseau. C'est vraiment un travail du flou et de la couleur du flou et du contraste qu'on peut avoir avec le flou, de la luminosité, etc. pour ce type de photo, notamment en affût, qu'on va faire. C'est très joli. C'est très joli. On peut avoir de très jolis résultats. Par contre, bien penser quand on fait ce type de photo, du coup, quand on a vraiment un flou d'arrière-plan, on n'a qu'un seul sujet. Donc il faut travailler la proximité, parce que si on est trop loin, c'est pas très intéressant à voir. Même si là, du coup, j'ai libéré un peu l'espace quand même. L'intérêt du grillage. Après, un autre cas, pour vous présenter un autre cas et comprendre comment on s'adapte, c'est le cas des grands oiseaux. Dans grands oiseaux, j'entends cigogne, cormoran, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, des grands rapaces, des hérons, tout ce type d'oiseaux qui sont des oiseaux de grande envergure. L'intérêt là, c'est que la proximité, elle est beaucoup plus difficile à avoir.
c'est des oiseaux qui se méfient beaucoup plus que les passereaux, donc il faut bien y penser. Un passereau, il se méfie beaucoup moins de l'homme, un héron, il se méfie énormément de l'homme, donc il faut faire attention, c'est difficile d'être proche d'eux, il faut bien y penser, et de toute façon, l'intérêt par contre, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands, donc on a moins besoin de proximité. L'affût, c'est presque obligatoire, parce que le héron, dès qu'il vous voit, il part de manière générale. Le cormoran, c'est pareil, enfin de manière générale. Hein. Dès qu'il voit que vous êtes un peu proche, le héron, le cormoran, la cigogne, tous ces oiseaux-là qui sont vraiment sauvages, ils partent. Donc l'intérêt de l'affût, c'est de pouvoir être beaucoup plus proche d'eux. Et après, comme je vous le disais, c'est des oiseaux qui sont plus lents, qui sont plus grands et plus lents. Donc on peut avoir un obturateur, une vitesse d'obturation un peu plus lente, même s'il faut quand même qu'elle soit un peu élevée, et on peut avoir une rafale un peu moins importante. Pour un passereau, si on veut vraiment figer le mouvement, il faut au moins 20 images par seconde pour avoir tous les détails du mouvement. Sur un héron, du 10 images par seconde, ça convient parfaitement. Donc voilà la différence un peu entre ces oiseaux-là. Et après, on est souvent obligé de les suivre de loin, les suivre en vol ou autre. Donc si on les suit de loin, ça veut dire qu'en fait, il faut pouvoir suivre avec son objectif et donc être un peu plus large au niveau du cadrage si jamais on veut faire un cadrage particulier pour pouvoir prendre la photo et après recadrer précisément le cadrage en post-traitement. C'est un point important à retenir. Vous ne pourrez pas faire le cadrage parfait en suivant votre animal. Donc pour ça, vous faites un cadrage un peu plus large et vous recadrez après, plutôt que de rater votre cadrage parce que vous avez voulu faire le cadrage parfait et du coup vous avez coupé une patte ou une aile et là c'est trop tard. On ne peut pas redézoomer, on va dire. Et après, attention aux petits mouvements. Les cigognes, les hérons, etc. C'est des animaux qui mangent des petits animaux. Le héron, ça mange des grenouilles. La cigogne, ça mange des poussins notamment. Donc c'est des animaux qui sont assez petits, qui font des petits mouvements rapides. Et du coup, ils cherchent ces petits mouvements, ces animaux-là. Ils cherchent ces petits mouvements pour les manger. Donc il faut faire attention à ne pas faire de trop petits mouvements, sinon ils risquent de vous reconnaître plus facilement que si vous êtes statique, on va dire. Donc un exemple, là ça va être sur une cigogne où j'étais en affût. Et l'intérêt, c'est que vous voyez que je peux être très très proche. Là, on est sur un portrait vraiment le plus proche possible qu'on peut faire d'une cigogne. On a vraiment du coup l'expression de la cigogne, on a l'expression du regard, on a l'expression vraiment complète. On peut presque voir comme dans un humain sur cette cigogne. Et c'est ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'on transmet, elle transmet une vision presque de la cigogne comme d'un humain qui pense et qui a ce petit regard malicieux. Et ça, c'est possible grâce à l'affût. Ça ne serait pas possible autrement parce qu'on n'aurait pas cette flamèche du regard. En fait, elle serait là, mais on ne la verrait pas. Et sans affût, vous ne pourriez pas faire ce type de proximité et avoir le flou d'arrière-plan. Là, c'était assez intéressant pour faire ressortir uniquement la cigogne. Ici, là, par contre, je ne voulais pas du tout de flou. Et d'ailleurs, j'en ai pas eu. C'était un ciel, il faisait plutôt gris, lumineux. Du coup, le ciel est devenu complètement blanc, en noir et blanc. Et le héron était là, la couleur n'avait pas d'intérêt, donc autant retirer la couleur quand elle n'est pas utile. Et le héron donc volait, encore une fois je l'ai suivi plus large, j'ai rezoomé derrière. Et l'intérêt c'est qu'un héron c'est large, donc ça prend de la place. Et il contraste bien avec le fond blanc en gris et noir. C'est une photo un peu simpliste, un peu on va dire brute, mais c'est un style on va dire un peu différent, qui peut aussi être créé lorsqu'on fait des photos. Et là, encore un portrait, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les animaux, un portrait d'un grand cormoran, encore en affût. Ça c'est aussi la particularité des portraits, c'est que pour faire un portrait, eh bien, il faut pouvoir avoir de la proximité, donc souvent on est en affût. Et là, le grand cormoran, c'est un oiseau qui a une certaine prestance, on va dire, qui est assez imposant. Et du coup, là, il brandissait sa tête comme pour montrer qu'il était grand. Et on a du coup, j'ai fait le choix de montrer, en fait, il bombait le torse, il faisait vraiment l'animal majestueux. Et j'ai choisi de montrer cet instant de vie pour pas juste montrer un cormoran, mais montrer un cormoran qui montre une expression particulière.
Et après, encore une cigogne pour vous montrer en affût les différentes possibilités qu'on peut faire. Là, on est sur une photo de profil, un peu comme on peut avoir les dessins de profil des Égyptiens. On est sur un style un peu particulier de cet animal. Et on a toujours le regard, alors là, un peu différent, mais on a toujours le regard, on a toujours le bec, enfin, on a vraiment un cadrage un poil plus large, mais qui garde les nuances de l'expression de l'animal. Et ça, c'est l'intérêt du portrait. Et encore une fois, de l'affût. Vous pouvez faire des photos de ces animaux sans affût, mais comme je vous l'ai dit et comme vous le voyez dans les exemples, pour faire des photos avec un peu de proximité, on est obligé de faire de l'affût. Un autre cas pratique, et après on parlera plus de manière générale pour vous expliquer dans d'autres cas pratiques comment vous adapter, c'est la macrophotographie. Donc c'est faire des photos d'animaux qui sont assez petits, et donc pour cela il va avoir besoin déjà d'un trépied pour éviter le flou de bouger, c'est-à-dire que c'est des animaux qui sont tellement petits que vous êtes très très proche, et donc le moindre mouvement que vous faites se verra beaucoup sur l'image. Donc pour éviter ça, on prend un trépied. On a besoin de proximité. Si c'est de la macro-photographie, il faut être très proche de l'animal. Donc pour être très proche, il faut avoir de la proximité, tout simplement, parce que la proximité, c'est d'être proche. Et forcément, là, on est sur une vingtaine de centimètres pour de la macro-photographie. Et pas d'affût, parce que de toute façon, c'est des animaux où vous êtes tellement proche qu'en affût, ça ne changerait rien. Donc c'est des animaux qu'il faut que ça ne dérange pas quand vous faites de la macrophotographie. C'est des animaux particuliers qu'on va prendre en macrophotographie. Et un objectif macro, c'est nécessaire si vous voulez vraiment faire de la macrophotographie au sens où on l'entend. Un objectif macro vous permettra d'avoir la proximité nécessaire pour faire des photos. Sinon, si vous voulez juste faire un style un peu macro, mais que vous n'avez pas d'objectif macro, vous pouvez faire de la photo de proximité justement. Je vous montrerai un exemple pour que vous compreniez bien la différence. Et après, attention aux détails, parce que en fait, vous êtes tellement proche des animaux, vous prenez tellement des petits détails, que le moindre détail d'une feuille ou autre se verra. Et donc s'il ne vous convient pas, eh bien, il se verra quand même sur la photo. Donc il faut y penser quand vous prenez votre photo, à peut-être changer votre cadrage selon les petits détails que vous pouvez voir dans l'image. C'est beaucoup plus précis, il faut être beaucoup plus précis pour faire de belles photos macro. Un exemple qui est assez parlant, ça va être sur tout ce qui est libellule. Alors là, c'est un Calopteryx vierge mâle, mais voilà, libellule, demoiselle en général, c'est des animaux qui sont plutôt faciles à approcher parce que tout simplement, c'est des animaux qui vivent autour de l'homme sur des points d'eau, donc ils sont assez faciles à trouver quand il y a des points d'eau un peu chauds et humides. On trouve souvent des libellules autour ou des demoiselles. Et c'est très facile du coup de les prendre en photo parce qu'il y a des animaux, il y a des hommes souvent qui vont se balader autour de ces points d'eau. Ce qu'il va falloir retenir tout simplement, c'est d'y aller progressivement, de s'approcher tout doucement pour qu'elles n'aient pas peur. Et au moment où elles partent, ça veut dire qu'elles ne veulent pas que vous les approchiez et donc vous arrêtez de vous approcher. Et si jamais, et normalement, le mieux, c'est qu'elles ne partent pas, c'est-à-dire que lorsque vous avez la proximité que vous voulez pour faire de votre photo, vous la prenez, puis vous arrêtez. Vous n'allez pas chercher à toujours gagner plus au risque de déranger l'animal. Donc là, par exemple, sur ce Calopteryx que j'ai pris en photo, vous voyez l'intérêt de la macro, c'est qu'on est vraiment très très proche de l'animal, à tel point que les ailes sont floues quand la tête est nette. Donc c'est un peu une particularité de la macro, c'est que tout va très vite devenir flou, et donc il faut faire attention à votre ouverture pour avoir la netteté sur tout l'animal. Ensuite, voilà, une autre photo de Calopteryx, toujours un vierge. C'est cette photo-là qui là, a été prise de face, pour vous montrer que de côté comme de face, on peut vraiment être très proche. Alors c'est toujours un peu recadré pour pas déranger l'animal, mais voilà, on est vraiment très très proche de ce Calopteryx. Je crois que j'avais très très peu recadré, j'avais juste un peu fait ma ligne d'horizon parce que c'est compliqué avec autant de proximité. Et vous voyez qu'on peut avoir là juste la tête de net et tout le reste est flou. Et pourtant, je devais être à f6.3 au minimum, voire f10. Donc voilà, on est sur quelque chose de très fermé. Et pourtant, on a très peu de flou d'arrière-plan parce qu'on est très très proche.
enfin très peu de profondeur de champ et beaucoup de flou d'arrière-plan. Là, une fourmi, une photo du coup d'un animal un peu plus traditionnel, on va dire, qui est, contrairement aux libellules, aux caloptérix et autres, la fourmi, ça a un intérêt, c'est que elle vole pas, etc. Mais enfin, elle a un autre mode de vie et elle se déplace à d'autres endroits. Là, c'était une petite fleur toute jaune. Et donc j'ai pu créer ce contraste un peu couleur-lumière entre la fourmi toute noire et la fleur, et avoir les petits points de pollen qu'il y a sur la fourmi. Donc voilà, une photo macro où on voit un peu la vie de la fourmi. Et comme on peut le voir du coup, une fourmi, ça a des pinces assez fortes au niveau de la bouche pour découper tout simplement. Et là, ça se voit vraiment quand on prend une fourmi en macro. Et là, une photo plus proximité. Là, on n'est pas sur de la vraie macro. La différence, comme vous le voyez, c'est qu'on est très proche de l'animal, mais on n'a pas aussi la même proximité. On serait vraiment juste sur la tête si on voulait faire une photo macro. Donc ça va être la différence entre la macro et de la proximité. Proximité, vous avez ce style un peu macro, c'est-à-dire que vous êtes très proche, vous avez beaucoup de flou d'arrière et d'avant-plan. Vous pouvez vraiment donner un style particulier à votre image et détacher votre sujet et avoir des sujets visibles. Mais là, on n'est pas sur un objectif macro et ça se voit parce qu'on n'a pas les mêmes rendus, on n'a pas la même proximité avec l'animal, mais on a quand même ce style. Donc quand vous voulez faire de la photo macro mais que vous ne l'avez pas, vous pouvez faire ce type de photo, plus proximité, et qui est aussi très jolie et qui se rapproche de la photo macro. Donc, en général, là, les cas pratiques que je vous ai présentés, l'intérêt, c'est que vous compreniez un petit peu comment on réfléchit au réglage qu'on choisit et à notre manière de se placer pour prendre notre photo. Et du coup, l'intérêt, c'est de comprendre ça selon certains cas. Et maintenant, je vais vous parler en général, comment on fait, et du coup, comment faire pour que vous-même, vous puissiez faire cette réflexion selon ce que vous connaissez de différents animaux que vous voulez aller prendre en photo. Et tout d'abord, il y a la proximité. La proximité, vous l'aurez compris, ça dépend de l'espèce. Selon l'espèce que vous allez photographier, selon si elle est grande ou petite, ou si elle a peur de vous ou pas, vous pourrez plus ou moins avoir de proximité, ou plutôt facilement ou non. Et donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et ça dépend aussi du photographe. Comme je vous l'ai beaucoup dit, le portrait, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup avoir cette proximité avec l'animal, mais c'est mon style. D'autres photographes détestent le portrait, n'en veulent pas du tout, et ils aiment justement la photo en mouvement, l'action de l'animal. Et ça dépend de chaque photographe. Après, il y a l'affût. L'affût, généralement, c'est une bonne solution pour avoir des bons résultats, de belles photos, etc. Si on reprend la macrophotographie, c'est pas de l'affût à proprement parler. On n'est pas camouflé, etc. On reste longtemps pour faire une photo, parce qu'il faut le temps d'approcher l'animal, etc. sans le déranger. Mais on n'est pas sur de l'affût comme on peut être pour des grands cormorans, par exemple. Donc l'affût, c'est souvent une bonne solution pour faire des belles photos, mais ça prend beaucoup plus de temps que l'approche. L'approche, c'est quand vous vous déplacez et vous allez, comme pour la macrophotographie, vous vous approchez progressivement de l'animal et pour lui faire comprendre que vous ne lui voulez pas de mal, mais vous voulez juste aller tout doucement vers lui. Dans certaines situations, c'est bien, mais pour d'autres animaux, les renards, oubliez complètement l'approche. D'une, ça ne marchera pas, et de deux, vous risquez de leur faire peur. C'est tout ce qui risquera d'arriver. Donc voilà, l'affût, c'est une bonne solution de manière générale. Après, le choix de l'objectif, ça dépend de l'espèce, vous l'avez compris. Sur de la macrophotographie, il faudra des objectifs macro. Sur un passereau, on peut utiliser par exemple un 85 mm, mais en étant très proche de lui, parce que dans ce cas-là, on pourra, en étant très proche, prendre des objectifs justement qui zooment pas trop, mais avoir une grande ouverture et avoir un style plus portrait. Alors que si vous prenez au loin un héron, vous aurez besoin d'une très longue focale, ou même si vous prenez un renard, et là vous allez avoir la différence, l'importance de l'objectif. Un renard au 85 mm, c'est pas possible, impossible complètement, même en affût. Ou alors c'est vraiment que vous avez la chance de l'année et que votre renard passe à 3 mètres de vous sans vous sentir, sans se rendre compte que vous êtes proche. C'est vraiment, honnêtement, si vous avez cette chance-là, déjà, j'aimerais bien voir votre photo, j'aimerais bien comprendre comment vous avez fait, et puis aller jouer au loto derrière, parce que vraiment, c'est de la grande chance.
Et puis après, il faut adapter ces réglages à l'espèce et son environnement. Forcément, il y a, comme je vous l'ai dit, l'obturateur. Selon si l'espèce va vite ou pas dans ses déplacements, il faut augmenter l'obturateur. L'ouverture, ça dépend beaucoup de l'environnement. Si le fond est complètement moche, il vaut mieux le flouter. S'il est très beau, vous pouvez au contraire ne pas le flouter. Si il est très beau, mais en fait vous voulez quand même plus détacher l'animal, bah, vous pouvez flouter le fond selon ce que vous souhaitez. Et puis ça dépend encore une fois du photographe. Si vous aimez le flou d'arrière-plan ou si vous l'aimez pas, bah, ça participera au choix de flouter ou non le fond et donc vos choix de réglage, notamment parce que c'est l'ouverture qui va en partie jouer là-dessus. Dans les exemples, un premier exemple de cas général, c'est des rapaces. Donc ici, c'est un Milan noir et une buse variable qui sont en fait l'un des deux. En fait, il me semble que c'était le Milan noir qui était là, et le Milan noir s'est fait chasser par la buse variable qui est arrivée. Dans ce cas-là, en fait, les particularités, c'est que ces oiseaux vont assez vite, donc il faut une vitesse d'obturation qui soit assez rapide, pas autant que pour les passereaux, mais plus que pour un héron. Surtout sur une attaque où les ailes vous bougent beaucoup. Après, une autre particularité là, c'est que par exemple, au niveau de l'environnement, il n'y avait pas du tout de fond, en fait c'était le ciel. Donc vous avez plutôt intérêt à fermer un petit peu l'ouverture pour que toutes les branches soient nettes, parce que les branches floues n'apporteraient rien, et ça serait juste un peu moins beau. Donc autant rendre tout très joli et ne pas se poser de questions. Enfin, tout net, on va dire. Un autre cas, là, c'est un peu l'inverse. Cet écureuil, ça a été pris, c'est un écureuil gris, ça a été pris aux États-Unis. Il y a beaucoup plus d'écureuils gris aux États-Unis qu'en France. Et l'intérêt de cette photo d'écureuil gris, c'est que justement, là, le fond, il n'avait aucun intérêt. Donc, je l'ai flouté, mais aussi ce qui a fait ce choix de le flouter, c'est que si vous regardez, ici, il y a une petite branche qui passe devant le museau de l'animal. Et si je n'avais pas flouté, enfin si j'avais mis aucun flou, qu'on avait vraiment tout de net, cette branche se verrait complètement. Alors que là, elle ne se voit pas beaucoup, elle ne dérange pas du coup le regard, et le fait de la flouter permet ça, mais c'est aussi le fait de ne pas l'avoir mis à un point clé. C'est pas devant son museau, c'est pas devant ses yeux, c'est pile entre les deux. Selon l'endroit où vous vous positionnerez, ça jouera beaucoup, parce que si c'était devant son nez ou si c'était devant ses yeux, le problème que cela créerait, c'est qu'on verrait justement ce flou devant et on n'aurait pas la netteté sur les endroits clés que l'on va chercher à regarder. Donc pensez bien à ça, les obstacles à l'œil c'est très bien parce que ça va diriger l'œil vers les endroits visibles nets, mais par contre ces obstacles ils sont à mettre qu'aux endroits où vous ne voulez pas que le regard soit dirigé. Et donc ça c'était une bonne solution d'adaptation aux situations qui existent. Après, là, c'est une canne. Donc la particularité de cette photo, c'est que les mouvements vont très très vite, mais en même temps, j'ai pas mis un obturateur qui fiche tout. C'est-à-dire que je voulais quand même garder un peu le mouvement, parce que je trouvais que le mouvement était très particulier et je trouvais qu'on avait vraiment un élan dans ce mouvement. Alors il faut aller très vite hein, sur son choix de réglage, mais là c'était vraiment juste l'obturateur à régler. Et j'ai justement voulu garder un peu ce flou de mouvement dans les gouttes, dans un peu tout, et qu'on ne soit pas parfaitement net, qu'on ait le mouvement qui s'accompagne dans le flou. Et du coup, on voit que j'ai un obturateur qui est suffisamment important pour que la tête de la canne et son corps soient à peu près nets, mais que ses ailes gardent le mouvement, gardent le flou, et du coup que les gouttes s'accompagnent elles aussi d'un peu de flou, parce qu'elles brassaient des ailes en fait, tout simplement. Et donc ça donne ce style un peu particulier. Et un autre point, là par exemple, l'environnement, c'était vraiment un côté créatif. L'environnement ne m'intéressait pas, je voulais juste mettre la tourterelle un peu dans sa vie, la tourterelle un peu seule, séparée du fond et de ce qui existe autour. Donc j'ai pensé cette photo d'un côté plus artistique, avec le fond complètement blanc, complètement cramé si on veut parler un peu plus technique, et la tourterelle qui, elle, ressort parfaitement. Encore une fois, les ailes un petit peu floues, très légèrement, on garde le mouvement, mais par contre, la tourterelle, elle est nette. Alors, ce qui aurait été encore mieux, c'est que ce soit dans l'autre sens et qu'on voit sa tête, forcément, ça c'est sûr. Mais là, on a bien tout le dégradé de couleur des ailes
qui est aussi un peu joli qu'on n'aurait pas eu sinon. Et l'intérêt, c'est de avoir une photo un peu particulière où c'est bien un animal sauvage, c'est bien un animal dans son environnement, mais on ne voit pas l'environnement, le seul intérêt qu'on a, c'est l'animal, son mouvement et ses couleurs, et vraiment juste l'animal brut. Et ça, c'est ce que je voulais faire ressortir, et c'est ce qu'on voit. Donc un point un peu particulier. Il y a d'autres solutions qui existent pour créer votre propre solution créative, mais ça, c'est une des possibilités. Pensez aussi à tout simplement créer votre solution. Alors là, c'est pas créer, évidemment, comme moi, j'ai pour politique de retoucher, mais pas recréer quelque chose. C'est en fait un ciel qui était très lumineux, et du coup, j'en ai profité pour en fait exposer sur la tourterelle. Le ciel était vraiment surexposé du coup, et en réexposant encore un tout petit peu le ciel, il devient complètement blanc en retouche, et du coup, on a ce résultat sans complètement créer le blanc autour, parce que là, c'était pas ce que je veux faire, même si c'est possible. Mais voilà, c'est des solutions en fait. Pensez bien quand vous faites vos photos à tout simplement ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous adapter toujours à l'environnement. C'est mieux quand vous pouvez le faire, mais certaines fois, vous pouvez vouloir quelque chose de particulier, vouloir ce style-là, et donc vous allez vous placer pour créer un style particulier et créer votre image à vous que d'autres n'auraient pas forcément fait parce qu'ils n'y auraient pas pensé et pas parce que ce n'est pas possible. Donc voilà, des fois, essayez d'imaginer vous-même, tester, expérimenter, parce que c'est le plus important. Maintenant, c'est à votre tour de tester. C'est ça qui fera que vous faites de belles photos, c'est en vous exerçant, en prenant évidemment les conseils que je vous ai donnés, et en testant, en adaptant, en découvrant sur des espèces, découvrant des connaissances, découvrant de la technique, découvrant un peu tout sur ce qui va vous permettre de faire de belles photos animalières, de vous trouver votre style, parce que moi, vous voyez qu'il y a beaucoup de portraits, mais peut-être que c'est pas du tout votre style à vous, et de comprendre un peu qu'est-ce qui vous plaît dans la photo animalière, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, quelles espèces vous aimez photographier, quelles espèces vous n'aimez pas photographier, et du coup, vous créez votre style, vous créez en fait vos photos, et améliorez vos photos de jour en jour, parce que c'est un domaine que moi je trouve magnifique. Je suppose que si vous avez aimé suivre cette formation, c'est que vous l'avez trouvé vous aussi magnifique, et donc n'hésitez pas à vous exercer, à profiter de vos photos animalières, de vos sorties d'animaux, et n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse voir un peu ce que vous avez fait avec la formation. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous avez su faire derrière et avoir vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis bonne journée et profitez bien de vos photos. Bonne sortie!